la charge rétrocédée aux administrations financières en fin février 2022. Mesdames et messieurs, cette édition parlera de cette question, mais aussi nous allons revenir sur ce jeu de ping-pong observé entre l'IGF et les PST. Ah ben oui, les grandes révélations sont annoncées. Dans cette édition, nous allons aussi revenir sur la RDC en parlant de l'anaérobie qui reconnaît le quota de la RDC jusqu'au 31 décembre 2022. Mais avant tout, nous commencerons d'abord avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ce Nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, a levé 20 milliards de francs congolais, soit près de 10 millions de dollars américains, sur le marché financier interne, au taux limite accepté de 5,5% avec le bon du Trésor indexé émis le 22 mars 2022. D'après les communiqués du ministère des Finances pour ces titres financiers de 6 mois d'échéance, les souscriptions ont atteint 40,07 milliards de francs congolais. Selon la même source, 2 souscripteurs se sont présentés pour cette séance d'adjudication de bons des trésors. Autre nouvelle, entre janvier et février 2022, la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a bénéficié des allocutions budgétaires de l'ordre de 99,1 milliards de francs congolais, soit 49,5 millions de dollars américains, au titre de rétrocession due aux provinces et entités territoriales décentralisées. C'est ce qui renseigne le rapport mensuel de février 2022 sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire, une structure attachée au ministère du Budget. Poursuivant ces nouvelles en bref, cette fois-ci Kitambo devra être la commune pilote choisie pour expérimenter le projet de digitalisation du registre de la population. Un projet qui sera implanté dans le cadre de l'accord de coopération signé entre la ville de Kinshasa et la région Bruxelles-Capitale. Le choix a été fait le mercredi 23 mars 2022 lors de la réunion tenue par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, représenté par le ministre provincial de l'Intérieur Didier Tengue et la délégation belge conduite par le ministre-président Rudy Vervaux en vue d'harmoniser la mise en œuvre du dit projet qui s'étendra progressivement dans les 24 provinces de la ville de Kinshasa. Et pour finir, nous signalons que malgré la conjoncture économique qui affiche une tendance haussière sur le marché de produits de première nécessité, le service national opte pour le maintien du prix de vente d'un sac de farine de maïs de 25 kg à 18 000 francs congolais. Au niveau des cantines établies au sein des camps militaires et policiers, les hommes en uniforme sont mis à l'abri de la flambée de prix de cette denrée essentielle dans le ménage congolais. Ils ne pourront donc pas débourser entre 45 000 et 90 000 francs congolais pour acquérir un sac de farine de maïs, comme c'est le cas en dehors de ces cantines du service national. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons prendre notre toute première rubrique, les chiffres clés, c'est avec Judith Unamaka. Judith Unamaka est déjà avec nous. Bienvenue, madame. Merci, Guy. Alors, nous allons commencer par faire ce tour avec vous pour prélever la température, le taux officiel de change, mais également le taux parallèle. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Voilà, en faisant le point actuel sur le cours de change dans la ville-province de Kinshasa, notons qu'à l'officiel, le taux demeure stable, comme pour dire, $1 se retrocède à 1999 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2260 francs congolais. Concernant le marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Makala et dans cette commune, $1 s'aliène à 2000 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,49 centimes et 1 euro se troque à 2283 francs congolais. La thématique est claire, elle nous parle de ce qui a été rétrocédé justement en termes de charges aux administrations financières en fin février 2022. Mais avant tout, j'aimerais qu'on fasse un petit retour pour prendre ce qui justement a été rétrocédé en 2021 à ces administrations financières. À fin février 2021, le gouvernement congolais avait rétrocédé aux administrations financières un montant total de 88,9 milliards de francs congolais, soit 44,4 millions de dollars américains. Les prévisions budgétaires pour les dépenses liées à la rétrocession aux administrations financières avaient été fixées à 85,7 milliards de francs congolais, soit 42,8 millions de dollars américains pour cette période. En croire les données officielles, il s'est dégagé un taux d'exécution budgétaire des allocations du gouvernement en faveur des administrations financières de l'ordre de 103% du montant
montant total attendu. Au regard de ces chiffres qui viennent de nous être présentés par vous, est-ce qu'il s'observe quand même un écart considérable entre 2021 et 2022, justement en termes de rétrocession aux administrations financières? Avant de refaire cette analyse, soulignons tout d'abord ce que le gouvernement a rétrocédé aux administrations financières à fin février 2022. Alors, le gouvernement a rétrocédé aux administrations financières un montant total de 68,1 milliards de francs congolais, soit plus de 34 millions de dollars américains sur des prévisions budgétaires de 139,6 milliards de francs congolais, soit 69,8 millions de dollars américains, et dégageant un taux d'exécution de 49,4%. Et pour répondre à votre question, les dépenses rétrocédées aux administrations financières à fin février 2022 représentent une baisse par rapport à celle réalisée l'année dernière au cours de la même période. Alors, on va finir avec cette question. Cette rétrocession aux administrations financières concerne quoi exactement? La rétrocession aux administrations financières concerne notamment des primes constituant les quotités que l'État a transférées aux administrations des services d'assiette et la Direction générale des impôts, Direction générale des douanes et accès, DGDA, et de la Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation, qu'on appelle DGRAD. Et cette rétrocession renvoie notamment à la plus-value et aux primes d'assiette liées à la mobilisation des recettes publiques. Elle bénéficie à tous les agents et cadres de ces régies financières mobilisatrices de la fiscalité et de la parafiscalité en République démocratique du Congo. Merci à vous, Judith Onamaka. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci Guy. Voilà, après elle, nous allons poursuivre avec une autre rubrique. Cette fois-ci, c'est Benita Mweni qui prend les commandes. Le dossier. Les dossiers du jour nous parlent de cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de la Nairobi qui reconnaît les quotas de la RDC jusqu'au 31 décembre 2022. Et c'est avec vous, Benita Mweni. Bienvenue. Merci à vous. Première question, Benita Mweni, une bonne nouvelle pour la RDC, mais qu'est-ce qui doit être retenu exactement, brièvement, à ce sujet? Le gouvernement de la République de la Namibie est prêt à reconduire le quota de pêche accordé l'année dernière à la République démocratique du Congo jusqu'au 31 décembre 2022, pourvu que le fonds nécessaire pour réaliser les opérations soit décaissé par le gouvernement congolais. Et cette décision du gouvernement namibien vient couper court aux rumeurs faisant état de la perte par la RDC de 6 millions de dollars utilisés pour le quota de pêche de 27 300 tonnes dans le zoo namibien. Alors la question, c'est de savoir aussi quelles sont, d'après le ministère de l'économie, les opérations qui doivent être faites par le gouvernement congolais pour voilà, être à mesure de prendre les 27 300 tonnes de chanchards prévus dans le quota de pêche. D'après la correspondance du 15 mars 2022 du ministre de Pêche namibien au ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba, le Namibien informe, je cite, « En vertu de pouvoirs qui me sont conférés par l'article 33 de la loi sur les ressources marines, j'accorde par la présente au gouvernement de la République démocratique du Congo les droits de récolter à des fins commerciales les 27 300 tonnes métriques non capturées du quota de poissons chanchards pour la période 2022, ceci prenant cours à partir du 7 mars 2022 et expirant le 31 décembre 2022. En outre, le navire qui devra être utilisé pour les opérations de pêche doit tenir compte de la main-d'œuvre namibienne qui ne devra pas être inférieure à 55%. Il est aussi prévu qu'à la fin de la saison, que le bureau du ministre namibien soit informé sur le tonnes métriques de poissons réellement pêchés, car aucune prolongation ne sera accordée, a déclaré le ministre de Pêche namibien. Alors, on va finir avec cette question qui nous vient d'ailleurs de nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui pourrait être les obstacles
qui pourront peut-être entraver la démarche. Avant tout, signalons que depuis son avènement à la tête du ministère de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba s'est engagé dans le combat pour l'application de la politique de juste prix de produits et services afin d'améliorer le pouvoir d'achat de Congolais. Et pour ce qui est des obstacles, ce processus a été confronté à plusieurs obstacles, notamment le temps pris par le gouvernement pour débloquer le fonds nécessaire. Merci beaucoup à vous, Benita Mouini, pour ce précision. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous. Après lui, nous allons recevoir notre invité. Il s'appelle John Lungila, observateur, analyste, mais en même temps journaliste. Il a mené des enquêtes, il était au front avec ses différents tweets qui recadrent un peu ce qui se passe entre l'EPST et l'UIGF. John Lungila a voulu partager avec nous le résultat de son enquête. Il sera reçu tout de suite après ceci. Suivez. Dossier EPST, on en parle aujourd'hui puisqu'il s'agit de cette question qui fait couler assez d'encre, de salive. Nous revenons sur ce tournoi scolaire qui dit vrai entre l'IGF et l'EPST. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que plusieurs sources se confrontent autour de ces sujets. Nous avons le plaisir, en même temps, le privilège de recevoir John Lungila, qui est journaliste, mais en même temps, qui a suivi de très près tout ce qui se passe. On l'a vu très présent au front avec ses différents tweets. John Lungila, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons commencer avec ce qui s'observe déjà, ces jeux de ping-pong, cette guerre médiatique. L'IGF dit, l'EPST contredit. On doit aussi rappeler que ce n'est pas un premier rebond de l'IGF qui a, à son temps, dénoncé une tentative de détournement, encore que ça n'a jamais été démontré. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une récidive ou un acharnement? Merci beaucoup, M. Gichungu, pour d'abord cette invitation et aussi pour cette question. Je pense que l'IGF vient en contrôle dans le cadre de sa mission, le contrôle des fonds et des biens de l'État. Ce qui fut fait, et je pense que ce n'est pas la première fois que l'IGF, dans le cadre de son travail de contrôle, visite le PST. Déjà, pour rappeler dans le passé, il y a eu cette affaire de 16 millions de dollars. Avant ça, nous devons aussi rappeler et souligner que c'est par l'initiative du ministre que l'IGF s'est invité à l'EPST. Évidemment. C'était sur demande du ministre. Oui, parce que le ministre, c'est le chef de l'IGF. Mais vous allez vous rappeler ce qui s'en est suivi en termes de tapage médiatique autour de cette affaire de 16 millions qui était censée prendre en charge les intervenants en affaires et examen d'État. Vous allez vous rappeler, l'IGF est allé beaucoup plus en besogne à l'époque avec des affirmations qui avaient donné l'impression à l'opinion qu'il y avait détournement ou tentative de détournement à l'EPST. C'est que le ministre Tony à l'époque n'avait pas toléré. Et au finish, c'est l'IGF qui était, je voulais dire, ridicule, permettez-moi l'expression, parce qu'il avait présenté des excuses au ministre Tony Mwaba et il a fait voir à l'opinion que c'était un problème d'incompréhension et que le ministre n'avait pas l'idée de détourner. Et même le ministre n'avait pas encaissé cet argent qui, du moins, n'était même pas décaissé. Et donc, mais il est quand même regrettable qu'aujourd'hui... Il a parlé des malentendus. Effectivement. Aujourd'hui, l'IGF, que je respecte, continue avec la même méthode. Ça veut dire mener des enquêtes et en faire une surmédiatisation. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu tournoi interscolaire ici chez nous, alors que la République préparait à quitter la présence de l'Union africaine. Ce tournoi devait se tenir chez nous. Et donc, le ministre de Sport et celui de l'EPST avaient co-organisé ces tournois. Et donc, il est revenu au ministère de l'EPST de prendre en charge la composition de l'équipe parce que c'était des élèves qui devaient jouer à cette compétition et tous ceux qui pouvaient s'en suivre. Et donc, il y avait au moins plus de 25 000 élèves qu'il fallait mobiliser. Au-delà de ça, il y a tout ce que vous savez dans l'organisation. Il y avait des t-shirts, il y avait des bâches qu'il fallait imprimer, il y avait tout ce que vous savez. Et il y a un fonds qui a été débloqué à ces sujets et le travail a été fait correctement. Pour preuve, s'il y avait détournement, le tournoi n'allait pas avoir lieu.
l'argent a été bel et bien utilisé pour ce tournoi. Oui. Et ce tournoi a eu lieu et la République a remporté la coupe qui est restée chez nous à la maison. D'ailleurs, le chef de l'État avait honoré cette équipe qui a fait la fierté du pays à ce tournoi après la finale qui a permis à la République de garder la coupe à la maison. Et alors, à quel niveau les ministères de l'EPST inquiètent l'IGF? Voilà. Mais non, l'IGF puisque le résultat est sur le terrain. Vient faire le contrôle sur la gestion de ces fonds. Il dit pour le PST, c'était 400 000 $. Le travail a été fait au niveau de l'EPST. Aussi fait au niveau du Transco et d'autres structures qui sont intervenues pour répondre aux besoins présentés par l'EPST. Mais ce qui est regrettable, M. Guy Chungu, jusqu'au moment où je vous parle, jusqu'au moment où nous sommes en train de tenir cette émission, le ministère de l'EPST n'a pas encore reçu ses rapports, les rapports de contrôle. Le ministère de l'EPST est surpris d'apprendre à travers les réseaux sociaux, à travers le média, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Que ce soit sur le ministère et même ses responsables. Vous serez d'accord avec moi que jusqu'au moment où nous parlons, le ministre Tony Mwaba n'a pas encore réagi, n'a pas encore dit un seul mot, parce qu'il ne peut pas réagir par rapport à tout ce qui s'est dit. Est-ce que le ministère reconnaît quand même ce qui lui est reproché par l'IGF derrière cette organisation? La plus grande difficulté, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, le ministère a ouvert ses portes aux inspecteurs de l'IGF qui ont fait le boulot, qui sont partis. Mais il est de coutume que quand l'IGF termine ses rapports, il produit un document d'observation adressé aux concernés pour dire, voilà, nous avons fait le contrôle chez vous. Il ressort de ce contrôle qu'il y a eu tentative de détournement de telle somme, nous avons constaté ceci ou cela. Mais ce document n'a jamais été adressé au ministère. Jusqu'aujourd'hui, officiellement, aucune correspondance adressée au ministère de l'EPST qui peut permettre au ministre de lire les observations et de rencontrer les préoccupations de l'IGF. Mais l'IGF parle déjà d'un détournement à l'EPST. Nous avons suivi le directeur-chef des services face à une caméra. Nous avons suivi la communication de cette institution, de cet établissement public lié à la présidence qui reprochait l'EPST de beaucoup de choses. On parle de la surfacturation, mais également de la falsification, ah bah oui, le mot arrive enfin, de certains documents. Est-ce que vous, en tant qu'enquêteur analyste, vous avez suivi la situation, vous reconnaissez quand même que ce qui a été brandi au niveau des médias, justement, incrimine un peu l'EPST? Mais c'est là où je constate que les enquêtes de l'IGF deviennent publicitaires. Permettez-moi l'expression. Parce que l'IGF qui fait ses enquêtes, qui constate qu'il y a des soucis, il est censé revenir vers des personnes incriminées pour qu'ils soient saisis officiellement. Ça n'a pas été fait. Il est censé déposer ses rapports auprès du parquet pour que celui-ci, s'il y a des sanctions à prendre sur le plan judiciaire, que ceci soit fait. Et là encore, on va écouter, entendre le concerné. Mais jusqu'au moment où nous parlons, rien n'a été fait. On a l'impression que vous voulez le dire avec autres mots, avec vos mots, qui s'observe une sorte d'acharnement. Exactement. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui motiver cet acharnement selon vous? Mais M. Guy Chungu, je dois vous rappeler ici, même ces enquêtes de l'IGF publicitaires et aussi sélectives, parce que à l'EPST, c'est un dossier de 16 000, de 80 000. Mais vous voyez autant de bruit fait par l'IGF autour de ces dossiers. Contrairement, il y a des dossiers de plus de 580 000 $, de plus de 800 millions de francs congolais. Les enquêtes menées par ses propres inspecteurs, les conclusions sur sa table. Je parle de la SCPT. Mais jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucun bruit dans ce sens. Mais pourquoi le PST, où lui, selon lui, il y a détournement de 16 000, de 12 000, il y a autant de bruit et même une grande mobilisation médiatique. Et là, je tire encore l'attention de l'IGF parce que, M. Guy, vous savez, l'inspection générale des finances est une branche importante de la présidence de la République. Il travaille, il n'entre pas n'importe qui. Merci beaucoup, John Lungila. On s'inquiète de constater, et même sur le réseau, ça se raconte, l'absence du conseiller financier du ministre et l'absence du ministre Tony Mwaba également. Coïncidence ou ça sent mauvais dans l'air? D'ailleurs, vous avez appris que
à travers les réseaux sociaux, il y a eu cette campagne contre le ministre, selon laquelle Tony Mwaba, téléchargement, Tony Mwaba, démission, ouais. Et puis on revient pour dire ces ministres, ces conseillers sont en fuite, alors que le ministre, il n'y a pas longtemps, il était en Mbandaka dans sa visite d'itinérance pour l'évaluation de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Peu avant, il était dans le Bandundu, Mbandaka, il est attendu le 8 avril à Goma pour tous les grands Kivu. Au moment où nous parlons, le ministre est en pleine mission de service à Bruxelles pour défendre l'éducation congolaise, pour défendre la gratuité. Il n'est pas en fuite. Il n'a pas démissionné. Il va démissionner pourquoi? Il en est de même pour ses collaborateurs. Il s'est rendu en mission. Quand il se déplace en mission, il est accompagné. J'aimerais bien ceux qui disent que les collaborateurs du ministre sont en fuite viennent ici le prouver. D'abord, ils avaient dit à travers les réseaux que les collaborateurs, le ministre et le conseiller financier et aux arrêts, les collaborateurs, d'autres collaborateurs du ministre étaient aux arrêts, au parquet, alors qu'ils sont en train de travailler, ils sont au service de la nation. Aucun collaborateur du ministre Tony Mwaba est aux arrêts, aucun collaborateur. Merci beaucoup. Est la en question fuite. reste ouverte. Vous l'avez suivi. John Lungila, il est analyste, mais en même temps observateur. Avec lui, nous avons parlé de ces dossiers tournois scolaires, mais également tout ce qui se raconte autour de ce ping-pong IGF et PST. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Voilà, nous allons poursuivre cette rubrique avec cette prochaine, plutôt poursuivre cette tranche avec cette prochaine rubrique, et c'est tout de suite après ceci. Suivez. Voilà. Bonjour. Après le rebond économique en 2021 avec une croissance du PIB estimée à 5,7%, les perspectives pour 2022 restent favorables, quand bien même il faudrait surveiller certains facteurs de risque à la baisse. Tel est le point de vue du FMI, dont les services viennent de clôturer une mission d'évaluation globale de la situation économique de la République démocratique du Congo, et c'est dans le cadre du programme triennal conclu avec cette institution de Bretton Woods. Quelles sont les leçons à tirer de cette évaluation du FMI en prévision de la deuxième revue prévue dans le cadre du programme triennal au mois d'avril 2022? Concernant l'année 2021, comme l'indique le Fonds monétaire international, les données préliminaires confirment le rebond économique en 2021 avec une croissance du produit intérieur brut PIB d'autour de 5,7%, une croissance soutenue par les secteurs miniers et celui des services. L'inflation s'élevait à 5,3% à la fin de l'année 2021 et comme elle devrait rester modérée, la Banque centrale du Congo a donc réduit les taux d'intérêt directeurs de 100 points de base à la fin de l'année 2021. Des estimations préliminaires, en croit la mission du Fonds monétaire international, suggèrent que le déficit du compte courant s'est réduit de 1% du PIB en 2021 contre 2,2% du PIB en 2020. Et cela grâce aux exportations minières qui sont de plus en plus en hausse. Ces évolutions extérieures favorables et l'allocation des DTS fin août 2021 ont donc permis d'augmenter significativement le niveau des réserves internationales brutes. D'après les observations du Fonds monétaire international, le solde budgétaire global s'est amélioré en 2021 en raison justement de la hausse de recettes et d'investissements publics inférieurs aux prévisions. Si les perspectives économiques pour 2022 restent favorables, quels peuvent être les risques à la baisse pour l'exercice budgétaire en cours? Eh bien, pour le Fonds monétaire international, les risques à la baisse ont fortement augmenté et appellent donc à accumuler des réserves et à maintenir des politiques macroéconomiques prudentes pour renforcer la résilience aux chocs externes. Au nombre de ces risques, il y a donc lieu de noter la hausse du prix des carburants qui réduit l'espace budgétaire pour les dépenses sociales en termes d'infrastructures de base. Pour l'équipe du Fonds monétaire international qui vient d'achever sa mission en République démocratique du Congo, le gouvernement de Kinshasa devrait veiller à la transparence de la fixation des prix des carburants
et aussi surveiller de près l'impact de la subvention sur le budget. Il convient de signaler que le budget 2022 prévoit une augmentation des dépenses et d'investissements publics, en partie financés par l'allocation des DTS dans le cadre du programme triennal conclu avec le Fonds monétaire international. Toutefois, l'équipe du Fonds monétaire international et les autorités congolaises ont dû discuter des possibilités d'intensifier des réformes structurelles pour soutenir la reprise. Une fois approuvée par le Parlement congolais, la nouvelle loi sur les banques commerciales et la loi anti-blanchiment contribueront efficacement à renforcer la supervision bancaire. Merci de votre attention. C'est un numéro qui va devoir nous rapprocher des médecins, mais infirmiers aussi, qui d'habitude se déplacent pour avoir les prix des outils médicaux. Aujourd'hui, Naomi Kandé a voulu le faire pour vous, restez chez vous, tout en suivant Zoom Wende, puisque spécialement, ce numéro vous donne la précision sur ces différents outils médicaux avec leur prix précis. Tout de suite, Zoom Wende. Bienvenue à tous. L'instrumentation médicale et chirurgicale se compose d'une large gamme répondant aux besoins de la plupart des professionnels de la santé. Sur ce, nous vous proposons quelques instruments chirurgicaux vendus à Kinshasa. Sans plus tarder, découvrez les prix tous ensemble. Débutons notre marché avec une pince anatomique qui se vend à 4 $. Une pince hémostatique coûte 16 $. On a aussi le prix des gants où un doigtier revient à 2 $. Une pièce de gant nitrile bleu se vend à 1 $. Un gant d'examen latex se vend à 1 $. 7 $ est le prix d'une agrafeuse cutanée. Vous trouverez aussi un ensemble de bistouris et lames bistouri à 3 $ sur le marché. Une paire de ciseaux chirurgicaux est disponible sur le marché quinois à 10 $. Une lampe de diagnostic coûte 4 $. Nous avons aussi le prix de marteau à réflexe qui se vend à 11 $. Un otoscope se vend à 60 $. Un oxymètre de poule revient à 100 $. 30 $ est le prix fixé pour une pièce d'un stéthoscope. Un tensiomètre électrique bras se vend à 60 $ à Kinshasa. Vous trouverez aussi un tensiomètre manuel dans le marché quinois qui se vend à 20 $. Un dermatoscope qui permet d'observer précisément les lésions de la peau pour un diagnostic, cela se vend à 60 $. Utile pour mesurer la température corporelle, un thermomètre médical se vend à 1 $. Un microscope, le prix est fixé à 350 $. On clôture notre marché avec un glucomètre qui est un appareil médical qui mesure le taux de glucose présent dans le sang et cela se vend à 50 $. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis. Restez branchés sur Zoom Eco Live. Alors, il est temps de prendre vos stylos et noter les différents rendez-vous. Et principalement, aujourd'hui, nous allons parler des rendez-vous qui ont marqué le 24 mars 2022. C'est avec l'agenda qui nous sera présenté par Adassa Grace. Agenda, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La première édition Moissi Kessé se tiendra au Musée national à Kinshasa du 25 au 27 mars prochain de 9h à 18h et sera axée sur la femme congolaise d'hier et d'aujourd'hui. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec Web Entrepreneuriat RDC qui organise à son tour un tout premier salon de la femme entrepreneur qui commencera du 26 jusqu'au 27 mars prochain à partir des 12h à Kinshasa et aura comme thème l'autonomisation de la femme. Et pour clôturer, rappelons que le 27 mars prochain à Kinshasa se tiendra un premier salon de femmes entrepreneurs en RDC avec comme thème principal l'autonomisation de la femme et un sous-thème la stratégie de la femme entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, article 15. Aujourd'hui, encore un nouveau numéro, comme toutes les autres éditions. Ne vous zappez donc pas, restez connectés puisque la surprise, c'est tout de suite. Suivez.
jamais, jamais. Débrouillard, jamais, jamais, jamais. Débrouillard, jamais. aganyaka mpona sana baekonomi na ngai naza makambo mosusu nasalaka ndehors ya makambo namoni ya kofanda palin na makuluna na motu mobwe mabe esimba ete mpe na pensaki keno naluka mwa polo na ngai na créer mwa place nazwaka mwa 100 francs mwa 200 mpo singa ya ngai gouvernement ministère nakopesa bango eza kaka keno bacomprendre l'état ya mboka nde toza boye tosouffrir moyen keno afanda na ndako nako makulu nakakanganga na bacoin nazokisaka bato soki nayiba esimba te ere na ye napose mo eloko na ngai eyedaka ngai ede na libota baza na nsima na baleki bango bapolisier bakoya koderange biso esala bien te bameka kotrouve na solution mpona biso toza na nzela te me toza na biso na kati ezosunga ngai ezopermettre nga na makambo na nga mpona na mosala te soki bakase nga awa epermettre nga te na vivre. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Bonne fête de mars à toutes les femmes.